Bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. La présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, effectue actuellement une visite en Asie, tout en gardant le flou sur sa possible visite sur l'île de Taïwan, une éventualité qui, selon les informations de la presse, avait été envisagée bien avant le début de cette tournée asiatique. Nancy Pelosi va-t-elle maintenir ce projet de visite sur cette île chinoise malgré la ferme opposition affichée par la Chine et quels sont les intérêts recherchés? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir par visioconférence nos deux invités. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et Serge Berthier, écrivain français et spécialiste des relations de la Chine avec l'Occident. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi eux, en 2014, Le choc, la Chine en marche aux éditions Métis, en 2017, Vivre à Hong Kong aux éditions Archipel. Et il a publié cette année l'essai Chine, comment l'Occident se fabrique des ennemis aux éditions du Panthéon. Bienvenue à tous les deux dans notre émission. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par, avant de discuter si Nancy Pelosi va maintenir cette éventuellement visite sur l'île de Taïwan, j'aimerais bien commencer par demander, parce que quand on voit cette éventualité avancée par les presses sur une visite sur l'île de Taïwan et la ferme opposition de la part de la Chine, il y a certains qui pose vraiment la question, c'est-à-dire qu'en tant que présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi n'a-t-elle pas, après tout, une liberté de se rendre dans un endroit où elle souhaite, M. Ding Yifan? Parce qu'elle est une figure publique. Elle est encore la présidente de la Chambre des députés. Donc, lorsque vous êtes la Chambre des représentants au Congrès, donc au Parlement, vous ne pouvez agir en votre qualité personnelle. Votre voyage a un symbole public du gouvernement américain, quoique on peut en discuter, on peut séparer le pouvoir législatif avec le pouvoir administratif. Donc, il ne fait pas partie du pouvoir exécutif, il ne fait pas de l'administration, mais elle est tout de même la présidente de la Chambre des députés et la présidente de la Chambre des députés est qualifiée comme la troisième personne politique aux États-Unis parce qu'au cas d'accident, par exemple, si le président meurt, eh bien, il sera remplacé par le vice-président. Et si le vice-président meurt, ce sera la place du président de la Chambre des représentants qui serait à la place du président. Donc, c'est une personnalité très importante et en tant que président en exercice, elle ne pourrait pas, bien sûr, agir à sa guise. Donc, parce que c'est une décision politique, d'une certaine manière. Quel est votre avis, M. Berthier? Je partage ce point de vue. Il y a l'aspect de la fonction et là, elle se déplace avec son titre et sa fonction. En quelque sorte, elle est déléguée par le gouvernement américain. C'est un voyage officiel, c'est pas du tout un voyage officieux. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'officiellement, les États-Unis n'ont pas à avoir de relations et n'ont pas de relations diplomatiques avec Taïwan, mais officieusement, ils en ont tout le temps. Et là, on est dans l'ambiguïté totale, qui est d'ailleurs voulue par Nancy Pelosi et puis tout le Parti démocrate. Moi, je pense qu'ici, on a du théâtre politique. Alors, vraiment, vous avez mentionné le théâtre politique, c'est vraiment, on se demande parce que la reconnaissance de l'île de Taïwan comme partie intégrante du territoire chinois est inscrit noir sur blanc dans le communiqué conjoint de Shanghai signé par la Chine et les États-Unis en 1972. Et c'est le principe de base qui a guidé l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Donc, je continue avec vous, Monsieur Berthier. Pourquoi on fait un théâtre politique comme ça pour remettre en question les choses qui ont été signées officiellement par les deux parties, reconnues par les deux parties officiellement? Malheureusement, la Chine n'a pas le privilège de voir les États-Unis remettre en cause
leur signature, quelle que soit la période. Je pense que c'est dû à l'ère du temps, on pourrait dire. C'est-à-dire que les États-Unis, depuis 3-4 ans, n'ont de cesse de renoncer à leur signature, de nier leur signature. On en a un exemple direct avec le conflit avec la Russie et l'Ukraine et l'OTAN, qui a signé des engagements dans les années 90, il n'en a pas tenu un seul. Donc, pourquoi ça se produit? Je pense qu'on va d'un sujet à l'autre. Généralement, il s'agit de phénomènes de politique intérieure, c'est-à-dire, c'est difficile de comprendre aujourd'hui la stratégie internationale des États-Unis si on la déconnecte de la crise politique intérieure américaine. Donc, la ligne diplomatique est un reflet, selon vous, de la vie politique intérieure. Et quel est votre avis, M. Ding Fan, dans cette... M. Berthier a mentionné cette déni des signatures. Pourquoi? Oui, je partage l'analyse de M. Berthier, c'est-à-dire que maintenant, dans la politique étrangère des États-Unis, on voit un désordre total. Les facteurs de politique intérieure interviennent aussi dans la prise de décision de politique étrangère. D'autant plus qu'on ne sait pas vraiment qui détient la ligne de la politique étrangère des États-Unis. Normalement, quand on lit, par exemple, De la démocratie en Amérique par Alexis de Tocqueville, eh bien, la démocratie, dans le système de démocratie américain, la politique étrangère est plus ou moins de l'apanage du président des États-Unis. Donc le président a un avantage sur les autres institutions politiques pour la définition de politique étrangère aux États-Unis. Mais malheureusement, oui, dans la Constitution, c'est dit comme ça. Mais depuis ces dernières années, on a de moins en moins de mal à saisir vraiment la politique étrangère des États-Unis, car toutes les institutions ont essayé d'intervenir dans le processus de prise de décision. Et ils ont un pouvoir d'exercer des influences dans le processus, si bien que la politique étrangère des États-Unis devient peu crédible aujourd'hui. On ne peut pas faire confiance. On peut pas faire confiance aux États-Unis parce que, comme dit M. Berthier, ils peuvent revenir sur leur position, sur leur prise de décision antérieure. Et donc, dans ce cas-là, il n'est plus tellement fiable. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une fameuse phrase de Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, qui dit qu'il serait dangereux d'être ennemi des États-Unis, mais il sera encore plus dangereux d'être ami des États-Unis. Voilà. Ça traduit la position parce que très difficile. Ce que vous avez dit tous les deux, c'est quand même assez dangereux parce que les États-Unis est quand même pendant longtemps la première puissance mondiale qui sert en quelque sorte pour beaucoup de pays un exemple. Alors si on commence par les États-Unis en disant que de toute façon on va être non fiable, on peut être peu crédible, alors déjà on a une centaine de pays dans le monde avec des cultures très différentes et l'ordre mondial est basé vraiment sur ces traités bilatéraux, des signatures. S'il y a ce genre d'exemple de dire que bon, on va être peu fiable, mais qu'est-ce que ça va amener sur la scène internationale, M. Berthier? Vous avez raison de dire qu'est-ce que les autres pays vont penser et comment ça va se passer. La fondation de l'ordre international repose sur l'ONU. À partir du moment où les États-Unis n'ont de cesse de miner les fondations de l'ONU, n'ont de cesse de dénoncer les trois quarts des textes que l'ONU a mis en place, effectivement, les autres pays n'ont plus que maintenant se gratter la tête et se dire mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on est à la merci de ce qu'on a appelé rule-based order? Ça veut dire les États-Unis sont le patron et disent tu fais ce que je dis? Ou est-ce qu'on arrive maintenant à un point de rupture où les gens disent non, ils nous amènent dans le mur
et j'ai pas envie d'y aller. Et on voit bien qu'il y a une très forte résistance. Regardez l'échec des sanctions contre la Russie, c'est un fiasco total qui a montré l'effondrement du pouvoir américain grandeur nature. C'était fait pour masquer déjà la défaite à Kaboul, qui est une honte. Je veux dire, la plus grande puissance américaine, la plus grande puissance militaire, moi je veux bien. Mais après tant de milliards dépensés en Afghanistan, où on ne peut pas dire qu'il y a une armée organisée et qui finit par une défaite militaire lamentable, je crois que tout le monde a écarquillé les yeux et a vu que derrière le décor de matamor qu'il y a partout, c'est un château de cartes. Et ça ne fait plus peur, c'est ça le danger. À partir du moment où la dissuasion ne fait plus peur, c'est le chaos, et c'est le chaos violent. C'est pour ça que tout le monde veut garder une dissuasion forte avec des acteurs forts. Et je crois que les autres pays maintenant se posent vraiment beaucoup de questions. Et quel est votre avis, M. Ding Fan? Oui, mais c'est probablement une espèce d'ironie. Monsieur Pertier a rappelé que la Chine a été toujours accusée d'être destructeur de ce rule-based order, donc de l'ordre international basé sur les règles. Et voilà, alors les Américains commencent à changer les règles tout le temps. Ils commencent à changer les règles, ils disent qu'il faut obéir aux ordres que je viens de définir. Et le lendemain, ils changent encore d'idée, ils changent encore de règlement. Ouais, Alors, ouais. dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a plus de l'ordre international basé sur les règles, parce que les Américains sont en train de miner toutes les règles à toutes les secondes, pratiquement. Je pense que tout le monde a conscience que Nancy Pelosi, en tant qu'une figure politique très importante, elle a certainement conscience de la portée de ses actes. Par exemple, si elle a fait circuler cette information qu'elle va éventuellement se rendre à Taïwan, sur l'île de Taïwan, qu'est-ce qu'elle veut obtenir? Il y a certainement des intérêts derrière ces actes, n'est-ce pas, M. Berthier? Écoutez, je vais vous reprendre. Je ne suis pas certain que Nancy Pelosi est vraiment consciente de ce qu'elle soit en train de faire. Okay. Le problème qu'on souligne, c'est qu'effectivement, les États-Unis, on ne sait pas qui dirige la politique étrangère américaine. Ce qui est curieux, c'est qu'il vient d'y avoir un changement de parti. Le parti républicain a perdu la présidence avec le président Trump. Le Parti démocrate est arrivé avec le président Biden, et puis on s'aperçoit qu'en politique étrangère, il y a une forte continuité de toutes les absurdités du Pentagone. Donc c'est comme si l'élection en matière internationale, pour les sujets internationaux, il ne s'est rien passé, qu'on soit républicain ou démocrate, on a la même politique. Donc on pourrait dire que c'est une stratégie, j'utiliserai un mot un peu fort, de l'âme américaine. Elle n'est pas consciente qu'elle est en train de taper dans tout un échafaudage international, tout simplement parce qu'elle est surtout en train de préparer une élection parlementaire que les démocrates craignent de perdre, et du coup on prend en otage la politique internationale. Je crois que c'est ce qu'on voit depuis quelques années, où les gens comme Kissinger et d'autres bien avant avaient fait vraiment une séparation entre ce qui est l'image du monde, ce qui est l'image des États-Unis dans le monde, et ce qui est la politique intérieure américaine. Malheureusement, on pourrait dire que depuis Clinton, c'est une séparation, un mur de Berlin en quelque sorte qui a complètement éclaté. Mais donc je ne suis pas sûr qu'elle soit consciente de son action. Donc vous voulez dire que bien, même si les choses sont écrites noir sur blanc, elle n'a pas compris ou elle a voulu faire ça parce qu'il y a un intérêt électoral? Je pense que oui, et en plus je ne suis pas certain qu'elle ait lu noir sur blanc tous les documents. C'est le problème des politiciens actuels. Il n'y a plus de mémoire politique aux États-Unis. On a l'impression qu'on réécrit tout tous les 3 ans en quelque sorte. Et le seul acteur qui réécrit rien du tout parce qu'il a d'énormes budgets, c'est le Pentagone. Donc Nancy Pelosi, là-dedans, elle a des documents et des papiers qu'on lui fournit, mais ce n'est pas elle qui fait le travail. Elle devient, dans ce cas-là, une actrice du théâtre politique américain. Enfin, c'est mon sentiment. Est-ce que vous êtes d'accord que
M. Ding, enfin, qu'il y a une possibilité qu'elle n'a pas vraiment conscience de ce qu'elle est en train de faire. En fait, elle est en train de jouer avec le feu car depuis qu'elle a annoncé son intention d'aller à Taïwan, elle a été déjà reçu plusieurs avertissements. Par exemple, Biden a exprimé officiellement que ce n'était pas une bonne idée d'aller à Taïwan, surtout à ce moment-là. Donc, il sait que le président est contre son avis et contre son intention. Les militaires américains, par le chef de l'état-major, etc., eh bien, les militaires ont exprimé aussi leur opposition à son voyage. Donc, je pense que si elle insiste à faire ce voyage, elle sait qu'elle va à l'encontre de la plupart des institutions politiques américaines, les armées, la présidence des États-Unis, mais probablement aussi contre, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de déclaration de la part du département d'État, mais je pense que les diplomates officiels ou ils savent aussi que c'est de jouer avec le feu et c'est un très grand risque, même sur le plan stratégique. Eh bien, c'est un calcul très dangereux parce que ça peut provoquer une réaction violente de la part de la Chine et il ne faut pas jouer avec le feu. Et visiblement, les Américains n'ont pas écouté ça. Ils ont toujours essayé de faire avancer le pion, de couper les saucissons. Et voilà ce qui est arrivé, c'est la guerre. Et s'ils continuent à jouer avec la Chine, avec Taïwan, etc., ça provoquera probablement aussi une réaction violente de la Chine. Ah ben, quand Jusqu'à même, maintenant, il y la a Chine une... était patiente. Jusqu'à maintenant, la Chine a été toujours Mm. très patiente vis-à-vis de la question. La question de Taïwan est un héritage de l'histoire récente de Chine. C'est la séquelle de la guerre civile en Chine. Eh bien, on veut garder ce genre de relation. On veut faire en sorte que la réunification de la Chine, donc le retour de l'île de Taïwan, se passe pacifiquement. Mais si les Américains continuent à provoquer ça, je ne suis pas sûr que ça finira par une réunification pacifique. L'intérêt de Nancy Pelosi n'était pas d'effectuer réellement un voyage à Taïwan, parce qu'elle pourrait le faire sans faire beaucoup de bruit, et elle aurait probablement réussi à faire ce voyage. Personne n'y fait attention. Mais quand elle fait tant de tapage autour de son voyage, eh bien, c'est devenu douteux. C'est devenu douteux. C'est-à-dire que la campagne elle fait vis-à-vis de son voyage à Taïwan est beaucoup plus important que l'acte lui-même d'aller à Taïwan. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire à Taïwan si l'armée chinoise agit, par exemple, pour l'escorter ou pour forcer son avion à détourner vers la Chine? Que ferait l'armée américaine? Et s'il y a, par exemple, une réaction de l'armée américaine, quelle sera la réaction de l'armée chinoise? Eh bien, s'il y a une escalation de conflits militaires sur le détroit de Taïwan, il y a peu de chances que les Américains gagnent cette guerre. Et si les Américains perdent une guerre sur le détroit de Taïwan, eh bien, les Américains ne peuvent pas se permettre de maintenir les bases militaires en Asie. Eh bien, alors, à ce moment-là, les Américains vont perdre complètement leur hégémonie en Asie. Et si les Américains perdent leur hégémonie en Asie, eh bien, ils vont perdre leur crédibilité aux yeux de l'opinion publique internationale. Ils vont se retirer du monde entier. Eh bien, c'est un prix que les Américains ne peuvent pas se permettre de payer. La Chine est accusée quand même aujourd'hui beaucoup par les médias, dans les médias occidentaux, d'avoir exercé trop de pression sur Taïwan. On trouve ce genre de ton non seulement dans les paroles des politiciens américains, mais aussi dans les médias occidentaux en général. Et des fois, les politiciens vont se dire, alors on va soutenir Taïwan contre la pression de la Chine. Alors, comment la Chine doit-elle réagir à ces genres de provocations ou d'actes? Est-ce que la Chine peut fermer les yeux, M. Berthier?
Les pressions sur Taïwan, je me demande de quoi on parle. En fait, derrière tout ça, il y a plutôt autre chose, à mon avis. Taïwan, au niveau économique, dépend exclusivement du bon vouloir de la Chine, à part les semi-conducteurs et la téléphonie, enfin certains produits niches qui pourraient être remplacés demain par autre chose. Disons que ce n'est pas Taïwan qui détient le marché mondial de l'électronique, certainement pas. Donc il y a une confusion sur le fait que la presse pense que les Taïwanais subissent des pressions. C'est à peu près ce qu'on racontait, c'est le même discours sur Hong Kong. Hein. Ça subit des pressions sur la population, etc. Moi je veux bien, mais quand on est sur place, non. C'est un message qui est le message qu'on retrouve dans tous les discours qui amènent malheureusement des crises politiques. On utilise les médias comme des vecteurs, on les manipule. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir sur l'indépendance des médias en Europe, vu qu'ils ont supprimé les médias russes sous prétexte qu'ils donnaient que de la propagande à Poutine, mais en même temps, c'est le premier continent qui a supprimé finalement l'accès libre aux médias. Je pense que la pression, elle est purement dans les journaux, elle n'est pas vraiment ailleurs. J'ai entendu récemment une commentatrice de Taïwan qui affirmait lors d'une intervention télévisée que, je cite, non seulement Taïwan est devenu le chien de garde des États-Unis, mais qu'en plus elle est laissée à elle-même pour assurer sa propre subsistance. Monsieur Ding, quel est votre avis sur cette analyse? La position stratégique de l'île de Taïwan aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? En fait, oui, M. Pertier a raison. En fait, il ne faut pas oublier que Taïwan est aussi un grand marché des armes américaines. Tous les ans, ils forcent d'une certaine manière les Taïwanais à acheter des armements dites de défense. Mais depuis ces dernières années, ils commencent à vendre aussi des armes offensives aussi. Ils commencent à vendre des armes offensives, essayer de... En fait, c'est une manière de vendre des armes, c'est une manière de provoquer. En fait, il ne faut pas oublier que les Américains ont toujours hérité la stratégie britannique dans les anciennes colonies, divide and rule, division pour gouverner. C'était le matière de... Il ne faut pas oublier que les Britanniques, lorsqu'ils ont été forcés de quitter leur ancienne colonie, ils ont toujours laissé ce genre de faille, de division entre les groupes ethniques, etc. Et là aussi, les Américains ont essayé de faire la même chose vis-à-vis de Taïwan. Taïwan reste un levier de pression sur la Chine. Lorsque les Américains veulent exercer une pression sur la Chine, quand ils n'ont pas d'autres leviers de pression, ils vont essayer d'aller à Taïwan, d'utiliser Taïwan comme un levier de pression sur la Chine. Voilà, ça a été toujours comme ça. Et je pense que si les Américains continuent à jouer avec le feu, à jouer la carte de Taïwan, finalement, les Chinois vont perdre la patience. Il faut en finir avec ce genre de jeu. Eh bien, il vaut mieux probablement en finir une fois pour toutes. Donc, à ce moment-là, eh bien, une reprise par la force militaire serait inévitable, d'une certaine manière. Monsieur Berthier, quel est votre avis? Je pense que ça c'est regrettable et je crois que le gouvernement chinois aussi regrette ce qui est en train de se passer. Ma vision est que le temps joue contre Taïwan parce que Taïwan a eu un intérêt comme plateforme militaire dans les années 60-70 qui correspondait à toute la zone d'excitation qu'il y avait sur le Tibet. Souvenez-vous, aujourd'hui on ne parle plus du Tibet, ça n'a pas d'intérêt stratégique. Mais à l'époque, il y avait militairement un intérêt stratégique à essayer de mettre des fusées sur un plateau très haut parce qu'on avait des problèmes technologiques et qu'on pensait que plus on était haut, plus c'était meilleur pour mettre des armements. Donc on voulait encercler la Chine. Les Anglais avaient la même stratégie au 19e siècle, Taïwan, Tibet, pourquoi pas. Mais tout ça a perdu complètement d'utilité et d'autant plus l'an dernier, il y a 2 ans, avec l'apparition des armes hypersoniques. Alors il ne faut pas oublier que les États-Unis aujourd'hui n'ont pas d'armes hypersoniques, leur dernier essai a encore été un fiasco.
alors que la Russie et la Chine en sont déjà probablement à la deuxième ou troisième génération d'armes hypersoniques. Ça veut dire que l'utilité d'avoir un porte-avions ancré en face de la Chine, comme Taïwan, imaginez que c'est un porte-avions qui est rempli d'armements que tous les ans, en plus, les Taïwanais, cerise sur le gâteau, paient eux-mêmes, c'est extraordinaire, c'est quand même une bonne affaire. Militairement, ça commence à plus du tout avoir de sens. Donc dans 3 ans, dans 5 ans, le fait que Taïwan pourrait être une base, pourrait menacer militairement la Chine, etc., ça n'aura plus de sens. Donc le temps joue en faveur d'un règlement amiable. Malheureusement, ce qui joue contre, c'est le chaos qu'on a mentionné au niveau du département d'État américain. C'est le fait qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie, mais ça fait déjà 7-8 ans. Mais maintenant, c'est évident. Et donc, les réactions ne sont plus tout à fait rationnelles. On est dans la situation... en quelque sorte de la mort du dragon, et quand le dragon meurt, des grands coups de queue vont à droite, à gauche et font beaucoup de dégâts. Les États-Unis ont déclaré ouvertement qu'ils ne vont pas intervenir militairement en Ukraine au moment de l'éclatement de guerre en Ukraine, mais les États-Unis ont affirmé un peu plus tard que s'il y a une action militaire de la part de la Chine continentale vers le Taïwan, les États-Unis vont intervenir militairement en Taïwan. Donc, que pensez-vous de tout cela? Comme il n'y a pas l'OTAN dans ce jeu-là, les Américains sont en première ligne. En Ukraine, ils se sont mis en deuxième ligne. Tout le monde savait que c'était factice, puisque en réalité, on a découvert que depuis 2014, ils avaient mis tellement d'armes dans le pays que, autant ou pas autant, ils faisaient comme chez eux. Mais la situation de Taïwan est différente parce qu'il n'y a pas l'OTAN entre les deux, parce qu'il y a des accords clair et précis aux Nations Unies. Donc, qu'ils fassent une déclaration d'une chose, qu'ils agissent, c'est autre chose. Moi, je partage le point de vue de M. Lifan. Je pense qu'elle a obtenu tout le crédit politique qu'elle voulait. Je reviens à l'élection de novembre. Elle fait un tapage monstrueux et elle a les manchettes. Elle est héroïque. Elle est partie d'Honolulu. Il y a 100 000 personnes qui étaient le long de l'aéroport pour voir Nancy Pelosi partir. On se croyait, c'est tout simplement grotesque, c'est du Hollywood. C'est bon, c'est une ancienne élue de Californie, alors elle a un peu la déformation d'avoir les médias hollywoodiens derrière elle, mais le but c'était le tapage. Si elle avait été prendre le thé avec Madame Tai, ça n'aurait pas fait vraiment une photo de plus, c'était pas vraiment... Elle n'a rien à amener, elle peut rien donner. Elle n'a pas le pouvoir de décision en plus, elle a une fonction qui n'est pas décisionnelle, donc elle ne peut pas dire, tenez, je vous ai amené, je sais pas moi, tant de camions, tant de chars, tant d'armes. Elle n'a pas ce pouvoir. Donc, elle aurait répété ce qu'on entend tous les jours, qu'on est là pour vous protéger et tout. Bon, je pense que le tapage est beaucoup mieux, le bruit est mieux. Donc, j'ai des doutes. Et puis, on voit déjà ce qui se dessine, puisqu'elle a été atterrir à Singapour. C'est pas la ligne directe sur Taipei. Hein. Elle pouvait... C'est vrai qu'il y a trop de risques. La Chine peut interdire l'espace aérien taïwanais en 3 minutes. On a bien vu comment ils ont intercepté des avions espions militaires qui sont organisés pour ne pas se faire attraper. Souvenez-vous de l'humiliation d'avoir un avion atterri à Hainan avec tous ces équipements qui sont partis en petites boîtes et tout le monde a oublié ça. C'est l'armée chinoise qui a tout simplement mis par terre un avion de guerre américain. Là, c'est un avion du gouvernement, mais c'est purement un avion dans lequel vous pouvez monter. C'est pas la même chose. Aller forcer l'espace aérien, il y a un risque trop grand. Donc, je partage le point de vue de M. Lifan. Je pense que ça va faire beaucoup de bruit pour rien. Il y avait une pièce de théâtre comme ça, beaucoup de bruit pour rien. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission. À la prochaine.